Bonjour à tous, merci de continuer à suivre le Printemps de l'économie. Bonjour à tous ceux qui sont là, bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis chez eux et leur ordinateur. On attaque une table ronde sur l'idée du multilatéralisme en économie. Est-ce que les grandes organisations économiques internationales peuvent nous aider à gérer cette mondialisation très très présente? Je me rappelle que l'an dernier, j'ai assisté à une conférence de l'économiste américain Dani Rodrik, qui suit de près ces sujets, et il a essayé de résumer ce qui se produit au niveau de la régulation économique internationale. Et il nous dit, regardez, la première mondialisation, celle qui a duré entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, il y avait une forte mobilité du capital, l'argent pouvait circuler facilement, une forte mobilité des biens, une forte mobilité des personnes, et pas d'organisation internationale pour essayer de réguler tout ça, et ça fonctionnait très bien. Et puis on est passé après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, à une forte mobilité des biens, des mouvements de capitaux très encadrés, et là, des organisations internationales. Pour une partie d'entre elles, elles sont créées à ce moment-là, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, un peu plus tard l'OCDE, et les pays continuent à disposer d'un espace autonome de décision en matière de politique économique nationale. Et puis, on arrive à ce que Dani Rodrik appelle les années 90 et jusqu'à la crise financière, dans l'hypermondialisation. Alors là, les capitaux circulent, les biens circulent, les organisations multilatérales sont toujours là, mais elles sont perçues, surtout l'Organisation mondiale du commerce, comme des instruments de libéralisation, de réduction des espaces de décision de politique nationaux. Et puis enfin, on arrive à la dernière période, nous dit Rodrik, celle qui court depuis la crise financière de 2007-2008. Et là, on a une forme de retour du multilatéralisme. La Banque des règlements internationaux, avec son fameux comité de Bâle qui essaye de mettre en place des règles mondiales pour mieux mesurer et contrôler la façon dont les banques prennent des risques. L'OCDE, on va en parler aussi comme de l'OMC, qui essaye d'établir de nouvelles règles sur la taxation des personnes les plus aisées et des multinationales. Et l'Organisation mondiale du commerce, qui paraît toujours un petit peu flageolante. C'était le sentiment de Dani Rodrik, avec quand même un discours politique depuis la pandémie qui consiste à mettre en avant l'autonomie stratégique, la relocalisation de certaines activités, etc., etc., etc. Donc peut-être un petit peu moins de place pour le multilatéralisme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On a cet après-midi 4 experts. Pour en parler, ils ont été réunis par Michel Fouquin, qui est chercheur au CEPI. C'est lui qui a monté cette belle table ronde. Donc on a Sébastien Jean, qui est le directeur du CEPI. Bonjour. Margaret Kyle, qui est professeur d'économie Mines ParisTech. Bon après-midi, bonjour. On a Mathilde Lemoine, qui est chef économiste du groupe Edmond Rothschild et professeur en macroéconomie internationale à Sciences Po. Et puis Farid Toubal, qui est professeur d'économie à Dauphine, cette belle université, et qui est aussi au CEPI. Et Dauphine, cette belle université, parce que demain aussi, il y aura le printemps de l'économie qui sera toute la journée à Dauphine. Je vais commencer par donner la parole à Sébastien Jean, parce qu'il va nous faire un petit bilan aujourd'hui, un petit check-up de où est-ce qu'on en est de ce multilatéralisme au niveau économique aujourd'hui. Sébastien. Merci beaucoup, Christian. Bonjour à tous. Je ne sais pas si je vais faire un bilan vraiment complet, mais je vais essayer en tout cas de donner mon opinion sur l'état des lieux aujourd'hui. D'abord en commençant par un constat général qui, pour moi, est celui d'une crise du multilatéralisme. Pas une crise uniforme, parce que, tu viens de le souligner, il y a des avancées très notables et l'accord de l'OCDE sur la fiscalité internationale en a une remarquable et toute récente. Mais en crise, je crois, notamment parce que sur les sujets sur lesquels il y a le plus de tensions politiques, eh bien, le multilatéralisme est en échec. Probablement le plus emblématique de ça, c'est l'OMC. Aujourd'hui, 60% des relations commerciales entre les deux plus grandes puissances économiques du monde, les États-Unis et la Chine, sont régies par des conditions qui ne sont pas conformes à leurs engagements auprès de l'OMC. Le multilatéralisme, c'est se mettre d'accord sur des règles à plusieurs, à plus de deux, hein, et si possible, d'une façon qui soit structurante au niveau mondial. L'OMC avait, disons, typiquement vraiment jouer un rôle important à ce niveau. Et aujourd'hui, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une part importante du commerce mondial qui est hors jeu par rapport au cadre défini par l'OMC. Donc ça, je crois que c'est typiquement un symptôme de crise et de crise grave. On pourrait parler, c'est pas de l'économie, mais enfin, on pourrait quand même parler aussi de non-prolifération nucléaire.
que ce soit l'accord sur l'Iran, et beaucoup d'autres symptômes montrent qu'on a beaucoup de mal à faire respecter la règle en la matière. Je ne vais pas m'étendre parce que ce serait vraiment en dehors de mon champ de qualification. Sur le FMI, là encore, le bilan est mitigé sur l'aspect financier. Le FMI a joué son rôle de prêteur de liquidité d'urgence auprès d'un certain nombre de pays pauvres pendant la crise, mais on voit aussi que le FMI reste sur un cadre, une structuration qui est très datée aujourd'hui. Et puis, évidemment, quand on dit multilatéralisme, on se pose tous la question du climat. Est-ce qu'on va pouvoir arriver à définir ensemble des règles du jeu pour lutter contre le changement climatique? C'est l'accord de Paris il y avait l'accord de Kyoto précédemment, mais finalement qui est le socle aujourd'hui. Maintenant, donc, il existe ce socle, mais on peut vraiment s'interroger sur son efficacité. Alors, pourquoi cette crise? Moi, le premier constat que je fais, c'est que, pour le dire très succinctement, une institution internationale, c'est plus facile ou c'est moins difficile, disons, à créer qu'à réformer. Pourquoi? Parce que quand on crée, on part de rien. Il faut faire quelque chose qui soit mieux que rien. Quand on veut réformer, il faut trouver une nouvelle organisation qui soit mieux que l'existante. Je prends l'exemple du commerce. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de réformer les règles commerciales? Notamment parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui s'en trouvent assez bien à des règles existantes et qui n'ont pas du tout envie de passer à des règles nouvelles. Je pense à la Chine, évidemment, mais je pourrais parler d'autres pays, et notamment des pays émergents comme ça, qui finalement ne voient pas leur intérêt dans une réforme. Et donc, on l'a vu au FMI aussi. Ce serait quoi les nouvelles règles qui seraient nécessaires et que la Chine, par exemple, refuserait? Typiquement, alors, je vais venir peut-être juste à la difficulté de négocier, mais le multilatéralisme, ça pose un problème de coordination de l'action collective. Donc, effectivement, il faut savoir dans quel cadre on arrive à se mettre d'accord. Parce que je ne suis pas en train de dire qu'il y a des nouvelles règles qui seraient nécessairement supérieures. Le problème, c'est d'arriver à se mettre d'accord, donc c'est compliqué. Quand il y a un hégémon, enfin une puissance dominante politique, elle peut ordonner l'ensemble. C'est le rôle qu'ont joué les États-Unis après la guerre, évidemment, qu'ils ont joué aussi à la chute du mur, et par exemple pour la négociation au OMC, au fond. Après, quand il y a des mécanismes pour punir ceux qui dévient, on arrive aussi éventuellement à trouver un accord. Aujourd'hui, on a beaucoup de grands acteurs et ils ne sont pas d'accord entre eux, donc c'est très difficile de trouver ce compromis. Mais pourquoi je dis qu'il faut des nouvelles règles? Pas parce que j'ai forcément des meilleures, enfin j'ai mes idées, mais je ne suis pas en train de dire qu'il y en a qui seraient évidemment meilleures, je suis en train de dire elles ne sont pas respectées. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le commerce États-Unis-Chine. Donc si elles ne sont pas respectées, c'est qu'il y a un problème. Donc, difficulté de réforme, on peut citer l'exemple du FMI. Le FMI, il a fallu des années pour discuter de réforme des quotas, sachant qu'on était dans un système jusqu'en 2010 où la Chine avait moins de droits de vote que la France et à peine plus que l'Italie. Finalement, au bout d'années de négociations, on se met d'accord sur une réforme. Il a fallu attendre 2016 pour que la réforme soit mise en œuvre. Donc, c'est quand même... et on est loin du compte en termes de mise à jour, disons, des règles. Alors, pourquoi c'est adapté? Pourquoi du coup, ça pose un problème? Parce qu'on a des règles qui souvent ont été négociées il y a extrêmement longtemps. Les règles commerciales de l'OMC, elles ont été négociées pendant l'Uruguay-Round, donc entre 1986 et 1994. Bon, autant dire que c'est quand même une époque maintenant assez lointaine à bien des égards, sans même rentrer dans le détail. Depuis, la nature de la concurrence a changé, la répartition des pouvoirs, et puis la nature des défis aussi. Et il faut bien dire que dans cet environnement de droit international, on a ce que certains ont appelé un phénomène de suprématie du droit commercial. C'est-à-dire que c'est dans le droit commercial qu'on a les instances qui sont les plus efficaces pour faire appliquer ce droit. Et de ce fait, on se trouve dans une situation où souvent, c'est le droit commercial qui commande aux autres versants du droit environnemental, au droit international, pardon, qu'il s'agisse de questions environnementales ou sociales. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un problème. Le défi est immense à relever pour moderniser ces institutions et pour les mettre à jour de ces défis, parce qu'on a dans le même temps des tensions géopolitiques très fortes avec cette rivalité entre les États-Unis et la Chine qui devient structurante pour l'environnement international, et puis une crise des communs mondiaux, disons, pour le dire très vite. Évidemment le climat, mais pas seulement le climat.
la biodiversité et puis un certain nombre d'autres aspects. Donc je pense que ça, et pour conclure, à mon avis, ça a deux conséquences importantes. Le premier, c'est d'une certaine façon le surplomb du politique par rapport à l'organisation des relations économiques internationales. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, le préalable à toute réforme significative des règles internationales sur les sujets les plus chauds, disons, c'est un accord politique. Justement parce qu'il y a cette rivalité entre les États-Unis et la Chine qui est très forte et disons, qui est un obstacle qui peut être facilement un obstacle à la coordination. Et puis le deuxième aspect, je crois, c'est que on est dans un contexte où il y a un réinvestissement du rôle de l'État. Parce qu'il y a une demande de protection par rapport à ce qui est perçu comme un ensemble de menaces. Voilà, je ne veux pas être trop long. Réinvestissement du rôle de l'État national. De l'État national, oui. Il me semble qu'on l'a vu assez clairement dans cette crise et on le voit assez clairement aussi dans les réponses qui sont progressivement esquissées, même à l'urgence climatique. Hein, on s'en remet à une action de l'État pour répondre à cette situation. En tout cas, je pense que la situation dans laquelle on est au terme de cette... on n'est pas au terme de cette crise sanitaire, mais disons dans cette crise sanitaire, déjà on a vu des interventions massives des États. Donc de toute façon, je pense que ça change un peu la donne et assez durablement. Et je crois que politiquement, il y a aussi une demande de protection qui me semble très forte dans beaucoup de cas, dans beaucoup de pays. Et donc, je crois que ça définit une situation dans laquelle il y a des attentes renforcées vis-à-vis des États. Demande de protection face aux menaces économiques, face aux menaces de prolifération, face aux menaces de pandémie, face aux menaces de réchauffement climatique. Mais cette demande de protection face aux menaces, on peut très bien la concevoir avec des réponses nationales, comme avec des réponses européennes, continentales, ou avec des réponses mondiales. En quoi ça remet en cause spécifiquement le multilatéralisme ? Eh bien, je crois que ça modifie la façon dont on considère les enjeux de ces relations internationales. À mon avis, le cas européen est typique. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a été comme un peu endormi, ou calmé de ces angoisses potentielles parce qu'on se sentait protégé. On était sous le bouclier américain, donc déjà politiquement, pendant très longtemps, les Européens ont considéré qu'ils étaient à l'abri de toute menace sérieuse du point de vue de leur sécurité. Aujourd'hui, il me semble que c'est beaucoup moins le cas. Il y a beaucoup moins de confiance dans la protection américaine. Et puis après, au-delà de ça, il y a c'est ce que je disais, cette crise des communs mondiaux qui est effectivement très angoissante, je pense, à grande échelle, donc qui appelle une protection et une demande de protection. En quoi ça change les relations? On le voit bien dans le domaine commercial. Pendant longtemps, on a considéré que la libéralisation commerciale, ou en tout cas l'ouverture commerciale, essentiellement sous une grille purement économique. C'est-à-dire c'était l'échange créateur de richesse et de croissance, etc. Aujourd'hui, et la représentante au commerce de Biden l'a dit pas plus tard qu'il y a 4 jours, on lui a parlé, quelqu'un l'a interrogé en disant qu'est-ce que vous pensez du découplage avec la Chine, hein, de cette volonté qui est souvent évoquée de couper les liens commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Elle a dit mais couper les liens commerciaux, c'est pas possible. Moi, je parle même de recouplage, dit-elle. Mais je veux qu'on soit du côté de l'influence, que ce ne soit pas une vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est une vue du commerce qui est complètement différente. Elle est tout à fait politique ou géopolitique. On ne veut pas que ce soit nous mettre en situation de vulnérabilité où on dépend de la Chine en particulier, chez les Américains. Et donc, c'est une vision très différente. C'est dans ce sens-là que je dis que ça conditionne une vision différente des relations économiques internationales, des règles qu'on peut construire et accepter pour les organiser. Dernière question, mais pardon, une question, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que les économistes ne découvrent pas que les relations économiques internationales sont des relations de pouvoir ? Oh non, je crois que... Enfin, peut-être certains le découvrent. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, absolument. Ça a toujours été le cas. Simplement, on l'a peut-être un peu facilement oublié ou mis de côté, disons, notamment en Europe, du fait que... En fait, c'est une façon de souligner le caractère, je pense, très particulier de la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, dans le sens où elle combine dans le même temps, et je crois que ça a à peu près jamais été le cas, à la fois une très forte interdépendance et de fortes tensions géopolitiques.
On a eu des fortes tensions géopolitiques, la guerre froide par exemple, mais il n'y avait pas du tout le même degré d'interdépendance entre l'Union soviétique et les États-Unis qu'il y a aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine. C'est ça pour moi la grande différence. C'est pas tellement la puissance de la Chine, je veux dire l'Union soviétique était puissante et aussi elle l'était moins, mais c'est le fait qu'il y a une forte interdépendance. Voilà. Et donc ça définit un ensemble de contraintes tout à fait différents. Après-guerre, finalement, c'était les États-Unis l'architecte. Donc la politique, la question était réglée, elle était surdéterminée d'une certaine façon. Après la chute du mur, on a pu effectivement même croire pour certains, bon, on a toujours la référence, même si elle est un peu approximative, à la fin de l'histoire selon Fukuyama. Son argument était plus subtil que ça, mais voilà. Donc c'était peut-être, on le passait au second plan, mais je suis entièrement d'accord, ça a toujours été le cas. Ça compte plus aujourd'hui probablement que hier. Merci pour ce premier niveau d'analyse assez général. Maintenant, on va rentrer dans des cas concrets. Mathilde, moi, je me tourne vers vous. L'Organisation mondiale du commerce, où est-ce qu'on en est ? Alors, par rapport à la question qui est posée sur le multilatéralisme ou non, enfin, faut-il le réformer ou non, c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation à cette conférence, parce qu'il me semble qu'il faut absolument préserver, alors je dirais peut-être l'espoir, l'utopie, du multilatéralisme, parce que ces principes fondateurs sont la non-discrimination et l'égalité de traitement. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, même chez les Européens. Et j'écoutais avec attention Sébastien Jean, qui est passionnant comme toujours. Et je trouve que les Européens ont participé, et je vais revenir sur le cas concret sur lequel vous m'interrogez, ont participé au détricotage du multilatéralisme. Et je vais donner des exemples concrets. Donc le multilatéralisme, ça peut être considéré comme une utopie aujourd'hui, parce qu'on est rentré dans ce que Krugman appelait une logique de blocs régionaux. L'Asie s'est considérablement renforcée depuis la grande crise financière. Les échanges de l'Asie vers l'Asie représentent presque 50% maintenant des échanges totaux asiatiques. Donc on vit une régionalisation asiatique et une asiatisation des échanges. Donc, est-ce que ce détricotage du multilatéralisme qu'on a l'impression d'observer, est-ce que finalement on n'est pas dans le cas d'école décrit par Krugman de confrontation de blocs qui conduit à une perte de bien-être global, puisque une confrontation de blocs, chaque bloc va vouloir augmenter ses droits de douane, et puis aussi ça crée une instabilité, puisque les petits pays vont vouloir rejoindre les blocs les plus grands pour être protégés contre cette confrontation de blocs. Donc, c'est évidemment dangereux, me semble-t-il, et c'est pour ça que je trouve qu'il faut rappeler l'importance du multilatéralisme et rappeler que ça n'est pas une utopie, c'est un moyen justement que tous les pays soient traités de la même façon, la clause de la nation la plus favorisée qui reste fondamentale et qui devrait être rappelée plus souvent, et l'égalité de traitement qui fait que quand un pays accorde un avantage à un de ses producteurs, il doit l'accorder à d'autres producteurs étrangers, ce qui fait aussi que ça donne du pouvoir de négociation aux exportateurs dans un pays, et c'est pas seulement les producteurs nationaux qui, par un lobby intensif, décident de la politique économique du pays. Donc moi j'aime bien cette idée, alors ça peut paraître un peu libéral, mais en fait je trouve que paradoxalement ça permet de rééquilibrer les rapports de force entre les consommateurs, les producteurs, les exportateurs, et donc ça suscite le dialogue et ça permet justement cette coopération. Alors, en ce qui concerne l'OMC, c'est vrai qu'on a vu des coups de boutoir en fait mis dans cette organisation internationale par la régionalisation d'ailleurs, par les accords régionaux qui sont permis par l'article 24 du GATT et qui pose cette question de l'articulation entre la régionalisation qui est à l'œuvre, les accords commerciaux et le multilatéralisme. Et l'Europe, je ne sais pas pour quelle raison, alors si, j'ai une petite idée, mais elle n'est pas très politiquement correcte, mais poursuit un objectif de multiplication des accords commerciaux avec le Vietnam, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Mercosur, une espèce de fuite en avant. On ne comprend pas très bien la logique. Enfin, si, on la comprend. Expliquez-nous, on la comprend. On comprend la logique qui est vraiment une espèce de fuite en avant de la
Trade, donc de la direction de la Commission européenne qui s'occupe de cette multiplication des accords régionaux pour promouvoir les exportations. Alors, les Allemands ont pris un poids extrêmement important dans cette direction, et donc pour promouvoir les exportations de certains pays. Donc, il me semble que, alors c'est une analyse toute personnelle, il y a une logique de développement du commerce qui n'est pas réfléchie en matière justement de défense du multilatéralisme et de défense des valeurs européennes. Donc, l'Europe a une part de responsabilité dans l'évolution de l'OMC. Pour autant, l'OMC n'est pas morte, et heureusement, je pense qu'elle a un rôle à jouer essentiel pour vraiment les deux principes fondateurs que j'ai rappelés, qui sont très importants, la non-discrimination avec la clause de la nation la plus favorisée et l'égalité de traitement. Alors, elle peut évoluer, cette organisation, et on a vu un développement. Alors, c'est moins du multilatéralisme, mais ça participe aussi, de mon point de vue, d'un échange plus équilibré que le rapport de force de bloc, que sont les accords plurilatéraux. C'est-à-dire que c'est plusieurs États qui se mettent d'accord pour justement en matière d'exportation de biens environnementaux ou des valeurs que des États peuvent partager pour faciliter le commerce de biens qui peuvent aider à atteindre l'objectif environnemental que les pays se sont donnés. Donc il y a cette possibilité. Il y a une autre possibilité qui permettrait justement à l'OMC d'évoluer avec son temps, parce que comme l'a rappelé Sébastien Jean, il y a un certain nombre de règles qui datent un tout petit peu. C'est la possibilité d'accompagner la Commission européenne dans la mise en œuvre du mécanisme d'ajustement aux frontières. Vous savez, c'était l'idée qu'on fasse payer les importations de biens qui génèrent beaucoup d'émissions carbone. Et un des principes de l'OMC aussi, c'est de regarder que les processus de production en fait, ne génèrent pas des discriminations de commerce. Et donc là, l'OMC pourrait avoir un rôle à jouer pour vérifier de façon justement un peu plus distante que ce mécanisme d'ajustement aux frontières permet effectivement d'atteindre un objectif, puisque dans les règles de l'OMC, il y a la possibilité de déroger à certaines règles pour préserver la biodiversité, pour des objectifs environnementaux. Donc on peut utiliser les règles de l'OMC par rapport aux nouveaux objectifs. L'autre élément aussi par rapport à l'évolution de l'OMC, c'est que les Américains en sont restés extrêmement actifs en fait dans les négociations. Alors on a vu le psychodrame sur le remplacement du siège de l'organe de règlement des différends qui permet une sanction en fait quand on ne respecte pas les règles. Alors pas suffisamment puisque les Américains ont décidé d'être en confrontation directe avec les Chinois, mais les Américains sont restés très actifs dans les négociations avec l'OMC. Notamment, il y a eu un groupe de travail sur l'économie circulaire, voir si on pouvait faciliter le commerce de biens qui viennent de cette économie qui se développe dans le monde, et les Américains ont gardé leur volonté d'être actifs, pas pour casser la négociation, contrairement à ce qu'on peut penser, mais pour la faire évoluer. L'autre sujet qui les préoccupe énormément et que je trouve absolument passionnant, c'est comment on traite les pays en développement, qui est un vieux sujet américain. C'est-à-dire que les pays en développement bénéficiaient de délais pour appliquer un certain nombre de règles à l'OMC, notamment la plus emblématique, me semble-t-il, c'était tout ce qui est droit de propriété intellectuelle, les pays, soit les pays les moins avancés qui sont une catégorie, mais les pays en développement, et c'est ça les difficultés, c'est que les pays en développement ne sont pas une catégorie à l'OMC, c'est une espèce de nébuleuse. Et une des grandes questions posées par les Américains, c'était où se situent les pays en développement, c'est-à-dire que est-ce que la Corée peut continuer de bénéficier d'avantages spécifiques aux pays en développement et les Américains ont posé cette question. Alors, les Européens ont rétorqué en disant que c'était un moyen de casser l'OMC. Je ne crois pas.
c'est peut-être là où il y a un débat. Hein. On peut lancer le débat sur ce point. Moi, je pense que c'est un bon moyen de faire évoluer l'OMC et de continuer à faire vivre des règles multilatérales que de poser la question de la place d'économies intermédiaires et qui sont devenues des économies, enfin en tout cas aussi développées que les nôtres. Voilà quelques exemples de pourquoi il me semble qu'il ne faut pas abandonner le multilatéralisme, mais je pense que les principaux coups de boutoir viennent du développement des accords régionaux et l'Europe n'est pas en reste. Alors, vous avez rappelé que ce qu'on a longtemps considéré comme l'un des succès de l'OMC, c'est son organe de règlement des différends. Il y a des règles commerciales, multilatérales, et puis quand il y a un petit peu de bisbille, bon, normalement, il y a une instance juridique supérieure. Barack Obama, pas Donald Trump, a commencé par dire on ne va pas renouveler. Puis Trump, hein. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette histoire? Est-ce qu'il y a de nouveau un organe de règlement des différends qui fonctionne ou pas? Alors, il a encore des difficultés de fonctionnement, mais c'est vrai que le fait que les Américains aient accepté la nomination de l'actuelle directrice générale de l'OMC permet quand même de retrouver une forme de normalisation du fonctionnement de l'OMC. Mais pour autant, c'est extrêmement important puisqu'on le voit en économie, c'est la théorie des jeux non coopératifs en fait, hein, qui est sous-jacente à aussi cette idée de la coopération, puisque le multilatéralisme, c'est une coopération, en tout cas c'est une forme de coopération. C'est que si vous menez une théorie des jeux non coopérative, vous avez une sanction, la sanction appelle une autre sanction, et globalement, vous avez une baisse de bien-être globale. Bon. Donc, c'est l'idée aussi qu'il faut retrouver un fonctionnement vraiment normal et extrêmement efficace de l'organe de règlement des différends. Mais c'est là où c'est assez complexe parce que les Américains disent, pour retrouver un vrai fonctionnement de l'organe de règlement des différends, il faut savoir si la Corée est en développement ou pas. Il faut savoir justement si pourquoi la Chine bénéficie d'exemptions ou met pas en œuvre les décisions qui ont été prises. Et c'est vrai que c'est pas, vous avez raison de le rappeler, c'est pas simplement lié au psychodrame Trump, c'est aussi lié à des questions fondamentales auxquelles le multilatéralisme n'a pas encore répondu et me semble-t-il c'est ce qui le fragilise. Alors, dernière question, j'étais extrêmement surpris, mais vraiment extrêmement surpris de lire l'année dernière une étude co-signée par la responsable du commerce international à l'hebdomadaire The Economist, franchement des gauchistes, et plutôt des libéraux, sur le plan économique en tout cas, et co-signée par Chad Bown, qui est un des meilleurs experts américains sur les questions commerciales, plutôt lui aussi un économiste libéral, et ce papier co-signé par ces deux personnalités, par ces deux spécialistes, essayent de répondre à la question mais pourquoi l'OMC ne fonctionne pas? Et leur réponse, alors j'ai ouvert de grands yeux, leur réponse a été la suivante, ça a été de dire l'OMC, et notamment l'ORD, les juges de l'ORD, ont complètement dépassé leur mandat. L'OMC, c'est un lieu où on organise entre les États la façon dont on peut échanger. Et l'ORD, à chaque fois qu'il y avait un conflit, explicitait, exploitait ce qu'on peut dire qu'est la constitution du commerce mondial, donc les règles de l'OMC, en disant il faut aller plus loin dans la libéralisation. Chaque fois qu'il y avait un différend, la solution c'était il n'y a pas assez de libéralisation, il faut aller plus loin dans la libéralisation. Donc les Américains ont dit, déjà Barack Obama et encore plus Donald Trump, vous ne respectez pas les règles de fonctionnement de l'OMC parce que vous voulez transformer les règles d'un accord entre les États sur jusqu'où on peut échanger de manière libérale ou pas. Vous êtes en train de nous dire il faut toujours tout ouvrir tout le temps. Et ça, on ne le veut pas. Vous êtes en train de, vous les juges de l'ORD, vous, les décisionnaires de l'OMC, vous êtes en train de supplanter les décisions des États. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, effectivement, on peut justifier par certaines décisions d'une dérive de l'OMC par rapport au point de départ qui était la volonté d'établir des règles communes de commerce. C'est ça. Moi, je pense qu'on peut dire que c'est plutôt ça. Et il y a eu une accélération, un peu comme la DG Trade européenne qui multiplie les accords bilatéraux, de but poursuivi de libéralisation sans forcément avoir une bonne appréhension de l'impact que ça pouvait générer en termes de peut-être utilisation des ressources. Et on rejoint le problème de biens communs, biens publics mondiaux qui est posé par le réchauffement climatique, la santé, on l'a vu avec le Covid. Et c'est vrai
que voilà, exactement. Et c'est vrai que ces sujets-là, il y a eu énormément de discussions et pour le coup, l'Europe était assez en pointe pour justement poser la question de sa libéralisation ou non, et qui a pu dévoyer l'OMC de son rôle qui était l'établissement avec une coopération de règles communes. Pour autant, c'est pour ça que je trouve ça important de faire la part des choses. Et pour autant, il faut toujours revenir aux règles d'origine. Et les règles d'origine, c'était un peu aussi de mettre fin à la loi du plus fort, à la loi du grand pays en économie, qui fait que le grand pays a plus de marge de manœuvre pour dicter sa loi en matière commerciale, parce que justement, c'est un grand pays et il impose un prix mondial. Et que moi, j'aime bien aussi cette philosophie. Donc, comment l'OMC peut retrouver en matière de coopération un rôle leader ? Il me semble que c'est l'avancée des accords plurilatéraux. Alors, j'en attends peut-être beaucoup, sûrement trop, mais je trouve que c'est positif. En tout cas, on n'a pas d'autres instruments en matière commerciale aujourd'hui. Et ce qu'on voit, sinon, c'est une logique de bloc. Et on voit que l'Asie est en train de prendre un poids considérable dans cette logique de bloc avec des conséquences qu'on appréhende mal. Et l'autre élément aussi que je voudrais mettre sur la table, et on va y revenir, mais peut-être juste lancer le débat sur la question des vaccins, puisque l'OMC avait décidé, les membres de l'OMC se sont mis d'accord sur un accord qui permettait, en cas de pandémie, de lever temporairement le droit des brevets pour produire eux-mêmes, mais aussi pour faire produire par d'autres pays les médicaments nécessaires en cas de pandémie. Et c'est vrai que ce que je trouve sidérant et qui montre aussi la difficulté du sujet, c'est que cet accord existe, les membres de l'OMC l'ont ratifié, et pour autant, on a vu, d'abord, il n'est pas utilisé. On voit qu'il y a un problème d'accès aux vaccins dans les pays en développement et dans les pays asiatiques. Et on a vu des responsables de la Commission européenne dire que ce n'était pas la peine de faciliter l'utilisation de cet accord existant qui permettrait aux pays les plus pauvres d'avoir accès aux vaccins, parce que donc, le groupe d'initiative COVAX savait mieux que les pays ce qui était bon pour eux. Et ça, je trouve que c'est aussi pour ça que je suis ravie de débattre dans cette table ronde, c'est que je trouve que c'est un retour en arrière qui me fait peur et dont normalement le multilatéralisme nous préserve. On va y revenir avec Margaret Calquin, qui est une spécialiste des sujets. D'abord, un petit focus sur une autre institution internationale, l'OCDE. Alors là, qui semble quand même, Farid Toubal, bien avancé, et nous donner un exemple de multilatéralisme qui fonctionne. Vendredi dernier, on a eu un accord international sur une meilleure façon de forcer les multinationales à payer leur juste part d'impôt. Est-ce que ça, au moins, c'est un bon exemple ? Oui, c'est très salutaire. En fait, cette réforme, elle est très salutaire. Et moi, en tant qu'économiste, j'aimerais faire revenir dans un monde qui est un monde souvent hypothétique. C'est le monde qu'on décrit souvent à nos étudiants. C'est un monde où les entreprises se localisent dans des territoires très lointains ou pas si lointains que ça pour produire et mener à bien leurs activités. Et dans ce monde hypothétique, en fait, elles devraient payer la juste valeur de profit. Elles devraient payer leur juste valeur aux États, la juste valeur du profit, c'est-à-dire qu'elles paieraient en fait un impôt aux États là où elles se sont localisées. Ce monde hypothétique en fait est très hypothétique puisque en fait on voit très bien ces entreprises multinationales qui se sont localisées sur ces territoires, bien évidemment utilisent les failles juridiques, les failles légales, en tout cas une petite partie d'entre elles. C'est pas toute la vaste majorité des entreprises multinationales qui le font, mais elles utilisent en fait les failles juridiques et fiscales pour délocaliser leurs profits, transférer leurs profits dans des pays qu'on appelle souvent paradis fiscaux, mais pas que, qui ont des taux de taxation très très faibles ou nuls. Et donc,
on peut le voir. Moi, je peux très bien avoir une entreprise qui s'est localisée en Chine, mais qui ne paye pas sa juste part d'impôt en Chine et qui délocaliserait, transférerait ses profits à Hong Kong ou à Singapour. Une entreprise française qui pourrait transférer ses profits en Irlande, en Suisse, en Belgique ou encore aux Pays-Bas, et puis d'autres entreprises encore. Ce monde, c'est le monde ancien. Il s'est arrêté samedi dernier, dans la nuit, où effectivement l'OCDE, depuis quelques années, réfléchit à un monde nouveau, celui dans lequel on se projette dès à présent. C'est cette fameuse réforme de la taxation internationale qui repose sur deux grands piliers. Un pilier redistributif, j'y reviendrai, et puis finalement la mise en place d'une taxation minimale. Donc, prenons l'exemple de la taxation minimale. Dans le monde nouveau, la taxation minimale, c'est le fait qu'un groupe français, avec un siège social français, qui aurait des activités dans un pays dont le taux effectif de taxation serait inférieur à 15%, serait redevable à l'État français de la différence. Imaginons un grand groupe français aurait des activités en Irlande, il paierait 2% de taux effectif de taxation en Irlande. Le taux minimum sur lequel on s'est arrêté vendredi dernier, samedi, il est de 15%, il serait redevable, ce groupe, à hauteur de 13% à l'État français. Donc ce sont les sièges sociaux, les États où sont localisés les sièges sociaux, qui récupèrent la manne fiscale. Eh bien, ce monde nouveau permet finalement à annuler l'évitement fiscal, et c'est ça le pas en avant. Et ça, c'est le travail qui a été mené à l'OCDE. Alors, on peut s'accorder ou pas sur le fait que ces 15% soient un taux élevé ou un taux très faible. Le problème de tout ça, c'est pas tant le taux. Le problème de tout ça, c'est le profit sur lequel va porter le taux, ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Au final, vous pouvez avoir un taux très petit, mais une assiette très grande, donc vous allez récupérer une manne fiscale assez importante. Et puis, vous pouvez avoir un taux très élevé, c'était le taux proposé par les Américains en avril dernier, taux de 21%, et ce taux de 21% portait sur une assiette fiscale qui était pleine. Il n'y avait pas les déductions fiscales accordées à ces grandes entreprises multinationales. L'assiette fiscale était pleine, et donc les recettes fiscales, à la suite du Covid naturellement, de la pandémie du Covid, pouvaient abonder à l'État américain et à tous les États. Donc on s'est accordé autour de ce taux de 15%, et certains diront que ce taux de 15% est très faible. Ce taux de 15% est assez faible, effectivement, mais il faut encore regarder ce qui va se passer dans les mois prochains pour savoir si l'assiette qui correspond à ce taux sera pleine ou non. Le principal problème à ce taux de 15%, c'est qu'il va créer, à notre sens, un écart entre les grands groupes multinationaux, ceux qui ont l'occasion, l'opportunité de transférer leurs profits dans les paradis fiscaux, et puis toutes ces PME qui, elles, n'ont pas l'occasion de transférer leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Laissez-moi l'expliquer. Aujourd'hui, en fait, la taxation minimale, c'est moi, entreprise Toubal, qui ai une activité dans un paradis fiscal, supposons que ce soit l'Irlande. Et puis, en Irlande, je continue, après la mise en place de la réforme, de transférer des profits dans ce paradis fiscal. Eh bien, je serai sujet à l'imposition minimale. Donc, je devrais m'acquitter à l'État français de cette différence du taux minimum au taux effectif. J'ai payé tous ces fiscalistes qui me permettent d'aller dans ce paradis fiscal, et je trouve l'opération rémunératrice. Les PME, elles, françaises, qui n'ont pas l'occasion d'aller dans ce paradis fiscal parce qu'elles n'ont pas les bénéfices suffisants à payer toutes ces entreprises de fiscalistes, elles restent en France et devront payer à l'État français un taux qui serait un taux de 26% l'année prochaine. Donc finalement, vous créez un écart, une distorsion de concurrence, et la Commission européenne est très très vigilante à cela. Vous créez un écart de concurrence entre les entreprises multinationales, celles qui vont continuer après la réforme à transférer leurs bénéfices dans les paradis fiscaux qui seront assujettis à ce taux effectif,
de 15%, et puis les autres entreprises. C'est pourquoi, dès 2018, nous proposions la mise en place d'une réforme fiscale à un taux de 21%, que nous avons quantifié par ailleurs. Le deuxième point, celui qui relie ce sujet de la taxation internationale, qui paraît très très loin du sujet du multilatéralisme au sujet du multilatéralisme, c'est qu'on a évité quelque chose avec cette réforme. On a évité la mise en place de systèmes de taxation unilatérales. Et ça, c'est très très bon, parce que les systèmes de taxation unilatérale, c'est quelque chose que les entreprises ne veulent pas. Elles ne veulent pas être taxées doublement en France et puis à l'étranger. Et ce qu'on voyait poindre avec cette non-réforme, on voyait poindre finalement des pays qui mettaient en place chez eux des systèmes de taxation unilatérale. La France n'est pas exempte de ça, puisque nous avons mis en place dès 2019 un système de taxation unilatérale, c'est la fameuse taxe GAFAM, qui nous a rapporté par ailleurs 350 millions d'euros pour l'exercice 2019. C'est très peu. Donc, si on juge de cela, cette réforme est bienvenue. C'est une réforme qui couvre large. 136 pays ont signé l'accord. Elle est bienvenue, mais c'est une réforme que certains diront à minima, puisque les taux et puis l'assiette ne sont finalement pas ceux qui conviendraient à certains d'entre nous. Il y a un deuxième point que je voudrais soulever, c'est le premier pilier. On appelle le premier pilier, c'est la redistribution. Dans le système actuel, certaines entreprises peuvent ne pas s'acquitter l'impôt sur nos territoires. Et donc, on pense à un système nouveau qui permettrait à certaines entreprises de s'acquitter de l'impôt sur, finalement, les ventes qu'elles feraient, sur les profits qui découleraient des ventes qu'elles feraient sur nos territoires. Et donc, une partie de la réforme était de dire, mais finalement, on va prendre les plus grandes entreprises mondiales. 100 entreprises mondiales sont concernées. 5 d'entre elles sont françaises. Air Liquide a déjà annoncé qu'elle était concernée par la réforme. Et ces entreprises devront s'acquitter sur les territoires d'une imposition. Et c'est l'effet redistributif. Finalement, on veut redistribuer de l'impôt dans les territoires, et les territoires plus ou moins développés. En l'occurrence, ce qu'on voulait faire avec cette réforme, c'est donner plus de droits à taxer aux pays émergents, aux pays en voie de développement. Puis dans le compte, en fait, on se rend compte que ces droits taxés sont vraiment minimes. Et donc les grands émergents nous disent aujourd'hui, finalement, la réforme, c'est une réforme à minima. La taxation minimale, c'est une réforme qui va toucher finalement les pays riches, puisque cette réforme va attribuer des droits à taxer là où sont localisés les sièges sociaux. Nous n'avons pas beaucoup de sièges sociaux, et donc on va pas bénéficier fondamentalement de cette réforme. Et puis la deuxième chose, c'est que dans la deuxième point de cette réforme, c'est qu'on ne va pas beaucoup récupérer de cette réforme, puisque finalement l'effet redistributif est pas suffisamment élevé. J'ai entendu la sonnerie de Christian qui m'impose. Ce sont les questions qui arrivent. Pardon, tu peux continuer. Rassurez-moi sur un point. Tous les pays seront gagnants à cette réforme, plus ou moins. Ceux qui ont plus de sièges sociaux, ceux qui ont plus de multinationales vont gagner plus que ceux qui en ont moins. Mais tous les pays gagnent en termes de recettes fiscales. Pratiquement tous les pays à part les paradis fiscaux. Voilà, c'est le point essentiel. Tous les pays gagnent à la réforme dans des montants qui peuvent varier considérablement en fonction des avantages compétitifs de ces pays, effectivement. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que une entreprise multinationale ne se localise pas à l'étranger pour des raisons de fiscalité. Elle se localise à l'étranger parce que le territoire est attractif du point de vue de la spécialisation de la main-d'œuvre. Elle se localise à l'étranger parce qu'il y a des ressources naturelles abondantes dans ces pays. Elle se localise à l'étranger pour toute autre raison que les avantages fiscaux qui lui sont donnés. Et d'ailleurs, c'est le point principal qui a été opposé au ministre des Finances irlandais. Le ministre des Finances irlandais a mené une opération de blocage pendant l'été 2020, suite aux propositions qui avaient été faites à l'OCDE pour dire, voilà, nous, on a besoin de cet avantage fiscal, parce que sans cet avantage fiscal, nous ne pourrions vivre. Il faut rappeler à l'Irlande, au ministre des Finances irlandaises, que la population irlandaise est l'une des populations les plus éduquées au monde.
Elle fait partie du top 10 des populations les plus éduquées au monde. Le secteur de la pharmacie irlandaise, c'est un secteur avec énormément d'externalités positives et énormément d'entreprises se sont localisées en Irlande pour ce secteur de la pharmacie et de l'électronique. Donc ils ont développé au cours du temps des avantages comparatifs. Et le motif de fiscalité qui était vrai par ailleurs au début des années 90, l'Irlande, à la marge de ce grand marché européen, avait une fiscalité, développé une politique de fiscalité agressive, n'est plus vrai aujourd'hui. L'Irlande, aujourd'hui, c'est un pays qui peut attirer des entreprises multinationales sans avoir recours à soit de l'optimisation, à une fiscalité agressive, soit à un degré d'opacité qui est très élevé. Dernière question, est-ce que cet accord aurait été possible sans les États-Unis, sans la volonté politique des États-Unis? L'accord avait été... C'est un peu une réponse qui est... une réponse un peu... par l'absurde, on dira. L'accord avait été bloqué justement par l'administration Trump. Et c'est simplement en avril 2020 où Janet Yellen prononce son discours où elle dit finalement nous devons changer les règles du jeu. We need to change the game. Et elle nous dit on doit changer les règles du jeu. Et c'est le retour des États-Unis à la table des négociations de l'OCDE qui pousse les États à aller vers cet accord. Avril 2020, je rappelle qu'on négociait un taux de taxe qui était un taux de taxe effectif de 21% sur une assiette complète. Septembre 2020, avril 2021, donc 21% assiette complète, septembre 2021, 15%, et l'assiette ne sera, je vous l'annonce, pas complète. Donc en quelques mois, on a eu un délitement de la proposition américaine qui est dû simplement au fait qu'on a énormément de pays autour de la table, 136 pays ont signé cet accord, et donc il fallait faire des concessions. Sur les États-Unis, encore un point, c'est que si les États-Unis proposaient, et je pense que c'est important de le savoir, si les États-Unis proposaient un taux effectif à 21% sur une assiette pleine, c'est que pendant des années, ils ont fait les frais des déductions fiscales. L'IRS, qui est l'administration fiscale américaine, a vu ses recettes s'effondrer du fait d'avoir mis en place, au milieu des années 2000, un système qui permettait aux entreprises américaines localisées sur des territoires aux avantages fiscaux très abondants, ce système permettait aux entreprises de déduire un montant d'impôt aux États-Unis. Et donc ils se sont rendus compte de cela et c'est pourquoi ils voulaient pousser vers une taxation à 21% sur une assiette pleine. Merci, ça me fascine, moi, ce rôle des États-Unis. Sébastien Jean nous a expliqué qu'il n'y a plus de leader hégémonique, qu'on a du mal avec le multilatéralisme. Là, on comprend que sans les Américains, ça n'aurait pas été possible, que les Américains jouent un grand rôle dans l'OMC. Ils jouent un grand rôle, ils ne jouent pas un grand rôle. Je ne suis pas sûr d'avoir bien ma réponse. Tout à l'heure. Margaret Kyle, je veux qu'on ait le temps de parler abondamment de cette question des droits de propriété intellectuelle et de leur gestion au niveau mondial. S'il vous plaît. Merci beaucoup et je m'excuse en avance pour mon niveau de français. Je vais essayer, mais ça reste un peu compliqué pour moi. Donc, les brevets, etc. Donc, c'est le sujet de beaucoup de débats en général, mais surtout aujourd'hui avec les vaccins. Je voudrais vous rappeler que d'abord, le fait qu'on a les brevets presque partout, il reste quelques pays qui avaient négocié des délais, etc., mais presque partout, ça, c'est déjà le résultat de coopération multilatérale. Ça, c'était avec l'OMC, la création de l'OMC. Il y avait à côté cet accord TRIPS, Trade Related Agreement on Intellectual Property Rights, qui a obligé tous les membres de l'OMC d'avoir un minimum de protection. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas évident, peut-être, pourquoi les brevets sont liés avec les accords de commerce. Et en fait, c'est parce que sont des accords, sont un peu de coopération. C'est quoi l'intérêt pour la France de payer des prix plus élevés à cause de brevets si il y a assez d'incitations déjà créées par les brevets ailleurs? Et on a ce problème partout. Et bien sûr, c'était les États-Unis qui comme d'habitude, a beaucoup poussé le TRIPS Agreement parce que, bien sûr, il y a beaucoup de
beaucoup des breveteurs, comme des brevetés, je ne sais pas. Des brevets d'innovation qui viennent des États-Unis. Voilà. Et donc, cette question du free riding, c'était assez important. Surtout pour ceux qui paient les impôts aux États-Unis, surtout dans le domaine de la santé, on pense, OK, déjà, je paie des impôts pour financer le NIH, pour financer la recherche directement par le gouvernement, et après, on paie des prix plus élevés pour les médicaments qui étaient développés grâce au moins un peu à NIH avec le financement public. Et voilà, tous les autres pays, comme la France négocie des prix beaucoup plus bas que les États-Unis. Et donc, pour un Américain, une Américaine, des fois, ça ne passe pas. Okay? Donc, ça, c'est un peu le background. Mais le fait que les brevets sont respectés presque partout, ça, c'était déjà le résultat de coopération multilatérale et c'était une solution d'un problème de free riding, d'externalité. Okay? Donc maintenant, on arrive dans une situation de crise sanitaire, etc. C'était déjà prévu dans le TRIPS Agreement. Il y a des moyens de supprimer les brevets dans des situations d'urgence comme aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai des doutes si on utilisait des moyens comme ça, si ça changerait énormément la situation en Afrique, mais ça, c'est un autre débat. Maintenant, je vais juste demander si on respecte plus les brevets, parce que si on décide, c'est pas le bon moyen de créer des incitations pour les biens publics mondiaux, qu'est-ce qu'on peut faire ailleurs, à côté? Si ce n'est pas les brevets, c'est quoi? OK, donc on peut financer la recherche directement par les gouvernements. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui financent la moitié à peu près de recherche dans les domaines de santé, de médecine. Il y a toujours la question de free riding. Est-ce que c'est juste? Et est-ce que nous, en Europe, est-ce qu'on est prêt à avoir cette dépendance à la générosité des Américains? Parce que des fois, il y a un Trump. Non, mais c'est vrai, c'est comme la défense. On ne peut pas toujours compter sur les États-Unis pour les choses comme ça. Donc, on peut financer la recherche directement par les gouvernements, mais comment résoudre le problème de free riding? Même en Europe, oui, c'est un peu la même chose. OK, donc on peut essayer de trouver un accord entre les gouvernements pour financer la recherche. Mais là aussi, ça me semble assez difficile. Même chose pour établir, par exemple, un concours pour l'innovation. Donc, on a pu dire au début de la crise Covid, OK, plus de brevets pour les vaccins liés au Covid, mais l'entreprise qui est le premier de trouver, la première de trouver un vaccin assez effectif, gagne énormément d'argent. Okay? Pas parce que c'est breveté et par le prix, mais parce qu'on a décidé, il y a un concours avec un prix énorme au début. Et après, le vaccin, c'est domaine public utilisé partout. On n'a pas fait ça. En pleine crise, on n'était pas capable même de trouver un accord pour des choses beaucoup plus simples. Donc, pour moi, ce n'est pas évident que ça peut être une solution très, très facile à implémenter. Dans le passé, on a essayé des concours comme ça pour des autres applications, comme par exemple les antibiotiques. On a besoin des nouvelles antibiotiques, mais ça reste très compliqué, même si c'est un problème très reconnu qui touche beaucoup de pays. On n'a pas vraiment avancé sur cette piste d'établir des prix, des concours qui a eu beaucoup d'effets. Donc, voilà, moi, c'est compliqué, bien sûr, les brevets. Il y a toujours un débat, c'est pas simple, etc. Mais si c'est pas un débat, si on n'utilise pas les brevets pour le problème de free riding, pour un bien public, et franchement, toute la recherche, c'est un bien public, c'est pas que les vaccins, c'est en général. Je vois pas trop
quelle institution mondiale ou multilatérale on peut utiliser pour trouver une solution pour ce problème de free riding. Merci, c'était passionnant. Je reste sur la question des vaccins au moment de la pandémie. Vous l'avez dit, beaucoup d'innovations viennent de la recherche publique des États-Unis. Les fameux vaccins ARN messagers, la protéine Spike, tout ça a été inventé, innové par des chercheurs financés par la recherche publique américaine. Moderna a été créé vers 2010, quelque chose comme ça. Pendant 10 ans, cette entreprise a essayé de tourner autour. Elle n'a rien sorti, rien gagné. D'accord ? Tout d'un coup arrive une pandémie mondiale qui lui tombe dessus avec bonheur pour Moderna. Mais les vaccins, on avait la recherche publique américaine, il faut développer la recherche, faire des tests, produire les vaccins, les envoyer. Tout ça, le gouvernement américain met des milliards sur la table, bientôt suivi par l'Europe, bientôt suivi par les autres pays. Donc, Moderna ne peut se développer et gagner de l'argent en vendant ses vaccins que grâce à des innovations financées par la recherche publique américaine, grâce au développement, à la production, marketing et la vente des vaccins, grâce à l'argent public. Derrière, Moderna nous revend les vaccins à un prix exorbitant, largement au-dessus des coûts de production, nous disent les spécialistes d'Imperial College à Londres, largement au-dessus des coûts de production. Et on finit par apprendre, cerise sur le gâteau, comme on dit en français, que Moderna est une société installée au Delaware, qui va installer une filiale sur les droits de la propriété intellectuelle sur les fameux vaccins. Pourquoi au Delaware ? Parce que lorsqu'on est au Delaware et qu'on touche des droits de propriété intellectuelle, on ne paye pas d'impôts. Donc, attendez, on marche quand même sur la tête, là. La recherche publique, développée par l'argent public, revendue aux gens qui ont permis que ces vaccins se développent à un prix exorbitant, donc avec des gros profits qui ne seront pas taxés. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même, là. OK. Les taxes, je laisse mes collègues à discuter. Je suis d'accord, bien sûr, ex post, on peut dire, mais ça passe pas. Mais au moins, on a les vaccins développés avec une vitesse incroyable. Donc, au moins, le marché, disons, a marché correctement pour les vaccins cette fois. Et si, par exemple, le gouvernement américain avait dit, OK, c'était nous qui a financé tout ça, mais c'est que pour les Américains, parce que les autres pays ne respectent pas les brevets, les autres pays n'ont pas financé comme il faut, je pense que la situation serait encore pire. Oui, on peut toujours penser qu'il y avait un scénario pire, mais essayons d'inventer un scénario meilleur, où c'est un vrai bien public mondial aujourd'hui, ces vaccins. Je ne vais pas défendre tous les détails de Operation Warp Speed. Je pense qu'il y avait beaucoup d'abus, certainement. Je pense qu'en général, le financement de la recherche publique par le NIH, par INSERM, par Medical Research Council en Angleterre, etc., ça c'est très, très important. Surtout pour la recherche fondamentale. Ça, c'est très, très important. Et il faut accepter et accueillir le fait qu'il y a des spillovers, qu'il y a des benefits, que les entreprises apprennent et utilisent, appliquer les idées, et on a les produits très en avant grâce à ça. Ça, c'est une bonne chose pour moi. Le problème, c'est que si on dit, aux États-Unis, cette expérience avec le vaccin contre Zika. Donc ça aussi, c'était financé par le gouvernement, par l'armée. Donc, on a oublié Zika avec Covid, mais quand même, il y avait un moment, ça c'était aussi perçu comme un problème assez important. Donc, le gouvernement a ce vaccin Zika et a essayé de trouver un producteur des médicaments pour vendre le vaccin sur le marché aux États-Unis, mais aussi au Brésil et les autres pays touchés. Mais Sénateur Bernie Sanders, a dit, comme vous, mais ça c'était l'argent public qui a financé ce vaccin. Donc le prix aux États-Unis ne peut pas être plus élevé que le prix au Brésil. Résultat, aucun intérêt par les producteurs de prendre une licence pour vendre le vaccin. Donc, si on essaie de corriger des problèmes comme ça, on risque de quand même perdre l'accès à l'innovation aussi. Donc, il faut accepter, c'est second best, je suis d'accord, c'est loin d'être optimal,
mais il y a beaucoup pire. Expliquer. Alors, j'ai reçu une question et je vais vous donner donc juste la parole 2 minutes chacun, ou 1 minute chacun, si vous pouvez réussir à faire ça. Est-ce que le multilatéralisme pour les organisations économiques internationales, c'est les États-Unis, et si les États-Unis sont d'accord, c'est oui, et si les États-Unis ne sont pas d'accord, c'est non, quels que soient les rapports de force mondiaux. Et j'ai reçu une autre question qui dit, est-ce que finalement, la meilleure zone de coopération multilatérale, ce n'est pas la région, le bloc, la région, pardon, le bloc régional, plutôt que le multilatéral? Sébastien. Les affaires internationales se passent par définition entre États souverains. Il faut toujours garder ça en tête. On n'impose rien à un État. Donc comment est-ce qu'on met en œuvre du multilatéralisme? On se met d'accord sur des règles et on les fait appliquer. Comment est-ce que ça marche en pratique? C'est extrêmement complexe. C'est ce qu'on appelle des problèmes de coordination de l'action collective sur lesquels ont beaucoup travaillé, par exemple, Manker Olson ou Lindström. En pratique, soit il y a un chef, une sorte de chef. C'est pour ça que je faisais allusion aux États-Unis. Bon, on n'en est plus là. Parce que justement, il n'y a plus. J'ai pas dit que les États-Unis n'avaient plus de puissance. Ils restent la première puissance au monde, mais ils sont plus hyper dominants comme ils l'étaient. Soit il faut arriver à se mettre d'accord. Ce qui marche bien, d'une façon générale, c'est la pression des pairs. La pression des pairs, qu'est-ce que ça veut dire? On est un collectif. J'agis devant vous tous, et si ce que je fais est désapprouvé par vous, vous me punissez. Ça marche, sauf sur les plus gros. Ça marche sur tous les poissons moyens, mais pas sur les plus gros. Donc quand il y a un seul chef, si c'est en accord avec ce qu'il a organisé, très bien, lui, il peut punir tout le monde. Aujourd'hui, personne ne peut punir la Chine. Personne ne peut punir les États-Unis. Donc c'est pour ça que je dis il y a un surplomb du politique, c'est-à-dire que là où il y a un point de désaccord entre les plus gros, en particulier la Chine, les États-Unis et j'espère quand même l'Union européenne, point d'interrogation, ça ne peut se régler que par un accord politique, parce qu'une puissance souveraine qui est une superpuissance au niveau mondial, on ne la contraint pas et elle n'a même pas peur de la pression des pairs. Disons, je devrais nuancer, quand c'est vraiment quelque chose de stratégique. C'est pour ça, je crois qu'il n'y a rien de contradictoire à voir que sur un dossier comme la fiscalité, où les antagonismes ne sont pas très marqués, on peut se mettre d'accord. Non, ils ne sont pas très marqués entre grandes puissances. Je veux dire, pas suffisamment justement pour faire échouer ça. Sur la concurrence, sur les semi-conducteurs, sur les hautes technologies, sur des questions plus politiques, et bien là, c'est avant tout un problème politique et c'est par là que passera un accord, je pense. J'espère qu'on arrivera à faire passer les questions climatiques notamment dans la bonne enveloppe, enfin, et d'une façon où on mettra un peu sous le tapis, disons, les côtés qui fâchent le plus pour arriver à se mettre d'accord politiquement. Mathilde? Il y a un bon exemple qui montre que l'Europe peut aussi bloquer tout, c'est en matière de levée temporaire des droits des brevets, puisque Joe Biden a appelé à ce que temporairement on lève le droit des brevets pour permettre aux pays les plus pauvres d'avoir accès à la vaccination. Parce que dans le débat, ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'il ne s'agit pas de remettre en cause le droit des brevets, c'est simplement de le lever de façon très temporaire, de façon encadrée, pour que les pays les plus pauvres aient accès à ces vaccins. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les grandes promesses de dons pour qu'ils aient accès aux vaccins, ça donne rien. Donc là, voilà, une réponse courte. Là, c'est l'Europe qui bloque. Et la France et l'Allemagne en particulier. Merci. Farid? Oui, puis en matière de blocs, il ne faut pas sous-estimer aussi certains blocs nouveaux. Je veux dire, aujourd'hui, on parle beaucoup de la Chine, des États-Unis et de l'Europe, mais peut-être que demain, on parlera d'autant plus de l'Afrique. Cette année, l'Afrique les États africains viennent de signer un grand accord qui passe un peu sous les radars en ce moment, mais un grand accord de libéralisation des échanges. Et cet accord, en fait, fait un peu trembler certains partenaires, puisque les États africains ont une population assez dynamique, jeune, très innovante. Je vous rappelle qu'ils ne sont pas passés par les téléphones portables, ils sont directement connectés, ils sont ultra connectés. Et donc, la question qui se pose demain, c'est l'émergence justement de nouveaux blocs tels que ceux que pourront être les forces africaines. Margaret? Je pense que je ne peux rien ajouter après tous les commentaires très profonds de mes collègues ici. Merci à tous les quatre. Je pense qu'on peut les applaudir et les remercier pour leur contribution à cette table ronde. Merci. Merci.